Bienvenue sur Psychosexo, le podcast de l'EPSO. Je suis Enora Tessandier, psychopraticienne, spécialisée en sexologie et psychotrauma et fondatrice de l'EPSO, l'école internationale de psychosexologie holistique. Dans ce podcast, je vous partage des ressources, des témoignages et des approches concrètes en psychosexologie pour approfondir vos compétences et enrichir votre pratique. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je retrouve à nouveau Cécile Manchon. Salut! Et on va parler de la ménopause et de comment la ménopause peut jouer sur la sexualité. Voilà, et puis on donnera quelques petites infos, un petit peu de théorie, un petit peu de Pratique. pratique. Voilà, c'est ça, de choses qu'on peut mettre en place. C'est Cécile qui est plus spécialisée dans le domaine, donc je parlerai un petit peu moins, même si j'ai repris mes notes et que j'ai relu un article aussi sur ce sujet. Je vais lui laisser un peu plus la parole. Déjà, peut-être qu'on peut commencer sur la ménopause. Qu'est-ce que c'est ? La ménopause, c'est cet état qui arrive dans la vie d'une femme quand ça fait 12 mois que nous n'avons pas vécu de cycle menstruel. Donc, c'est vraiment l'arrêt total de cette horloge qui a tourné pendant quelques dizaines d'années sur le cycle menstruel. Et quand ça fait 12 mois qu'il n'y a plus de cycle, on dit que là, on est en ménopause. Je rajouterais que biologiquement, c'est quand il n'y a plus du tout de follicules follicules dans les ovaires. Ouais. Parce qu'en vrai, ça peut arriver qu'on pense qu'il y a une ménopause ou une ménopause précoce et qu'en fait c'est lié à un événement dans la vie et qu'il n'y a plus de règles du tout pendant des mois et finalement c'est pas la ménopause. Mm. Ouais, tout à fait. Euh, c'est pour ça que cette période de 12 mois, elle est importante parce que ce que tu décris, c'est les périodes d'aménorrhée et ça, il y a plein de situations, enfin, c'est pas non plus une chose hyper courante, mais dans la vie, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le corps peut se mettre en aménorrhée. Typiquement, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires comme l'anorexie, euh, l'aménorrhée est un des symptômes parce que du coup, le corps, pour vivre et pour tenir, il fait l'économie du cycle menstruel et donc il chante l'ovulation, etc., etc. Moi, je sais que j'ai vécu ça a pu m'arriver de vivre des périodes de stress au niveau des examens où j'avais un cycle qui sautait finalement. Enfin voilà, il y a, c'est pour ça que cette période de 12 mois d'aménorrhée, c'est quand même assez caractéristique. Ouais, mais je le précise parce qu'en fait, je connais plus d'une personne qui ont eu ces 12 mois hein, Mhm. et que les règles sont revenues après. Ouais. Le, Ce qui fait que c'est la ménopause, c'est aussi que ça arrive à une tranche d'âge particulière de la vie. C'est pas un truc qui arrive quand on a 12, 15 ans, 20 ans. C'est quelque chose qui est plutôt spécifique à partir de 40, 50 ans, 60. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de règle universelle. On peut rentrer en périménopause à partir de 38 ans. Euh, et donc la périménopause, c'est souvent en fait cette période-là qui est sujette à discussion puisque c'est le moment où le cycle commence à cafouiller en fait. Et donc on quitte cette horloge sur laquelle il tournait, il tournait, il tournait, il tournait, il tournait, il n'y avait pas de problème. Et puis à un moment donné, pop, ça commence à faire un raté, ça cale une fois, deux fois, et donc on va commencer à avoir des cycles anarchiques, soit des cycles plus longs, c'est-à-dire qu'en fait, le corps met plus de temps souvent à produire l'ovulation, mais il réessaye, il retente jusqu'à hop là, ça y est, c'est parti. Et donc là, on peut retrouver les 14 jours avant le flux menstruel qui se met en place. Euh,
soit, enfin voilà, il y a carrément un cycle qui saute, etc., etc. Mais du coup, le cycle devient plus long ou plus court, et il y a une forme d'irrégularité dans le cycle qui s'observe un peu, comme quand au tout début de la vie menstruelle, à l'adolescence, le cycle se met en place. Et là, il peut y avoir aussi des cas flagellaires. Donc, cette période de périménopause, elle dure de 8 mois à 8 ans. Ça peut être vraiment, voilà quoi, c'est pas du tout la même ambiance pour l'un ou pour l'autre. J'ai même croisé des femmes qui ne l'ont même pas vu ou vécu, et souvent parce qu'il y avait une contraception hormonale en fait. Et en fait, elles ont arrêté la contraception, et puis en fait, elles se sont rendues qu'elles étaient ménopausées. Donc du coup, voilà, cette période-là, elle est fluctuante. Elle s'accompagne de peu ou de plein de symptômes. Ça dépend aussi des femmes. Tout le vécu de périménopause n'est pas le même selon les nanas, selon leur propre rapport au corps, selon leur propre santé mentale, selon leur propre santé physique, selon plein de choses. Et donc, comme pour le syndrome prémenstruel, on a multiples symptômes possibles, mais heureusement, on les a pas tous. Ouais, et puis ça varie aussi en fonction des pays, des cultures. Tu observes quelque chose, toi, de particulier chez toi? Alors, pas forcément chez moi, mais par exemple, autant les bouffées de chaleur, il y a des études qui montrent que c'est 45% des femmes qui vont en avoir en France, et au Canada, Mhm. c'est 31%. Et au Japon, c'est 10%. Mhm. Et par contre, au Japon, elles vont avoir d'autres symptômes que nous, on connaît pas ici. Tu vois, les bouffées de chaleur, moi, je les raccorde souvent en état d'anxiété. Ok. Et ça peut être lié aussi au fait, tu vois, au niveau sociétal, les femmes de cet âge-là, elles peuvent avoir une place ou une reconnaissance différente. Et, et, et du coup, enfin voilà, que ce passage d'âge-là se vive plus ou moins bien. Oui, c'est ça, des cultures où c'est très bien vu d'être en ménopause, où Mm. on change de rang finalement social. Eh bien, dans ces cultures-là, en général, il y a moins de symptômes. Exactement. Et chez nous, en fait, souvent, ça se cumule, enfin, ou en tout cas, ça vient cristalliser un état d'être où il y a un peu un cumul bon, bah, tu vois, les enfants qui ont quitté le foyer familial, le, euh, bah, du coup, je retrouve une vie de couple, mais du coup, c'est plus un couple qui veut faire des enfants. Est-ce qu'il y a encore de la libido et de l'intimité de couple à cet endroit-là? Au niveau du travail, ça amène aussi une autre perspective parce qu'on est loin d'avoir fini notre carrière professionnelle. Pour autant, quel chemin d'évolution se présente à moi? Euh, Enfin voilà, c'est un carrefour de vie où il y a plein de questionnements en étoile qui se posent et qui s'accompagnent pour les femmes qui vivent ça. Ouais. Oui, et puis certaines personnes vont aussi penser que c'est le début de la vieillesse et Mm, et comme on se dit c'est la vieillesse, ben c'est la fin des plaisirs, c'est que je suis plus une femme désirable, plein de choses comme ça, et du coup ça vient jouer sur sur comment on vit finalement ce passage-là quoi aussi hein. c'est clair. Et moi, j'aime bien en parler comme d'un deuxième printemps. Mhm. Comme, c'est pas la vieillesse, mais c'est plutôt une forme de maturité. euh, et que, il y a vraiment une nouvelle vie. Enfin, on est vraiment, à cet âge-là, on est quasiment au midi de notre vie, tu vois. On n'est pas, on- enfin, sauf prédisposition particulière, on n'est pas du tout plus proche de la fin. On est plutôt, voilà quoi, au milieu. Et il y a, alors oui, il y a ce questionnement de fond qui est la question du deuil de la maternité. C'est vraiment ça que ça vient pointer, c'est que voilà, aujourd'hui, physiologiquement, dans mon corps, dans mon ventre, je ne peux plus, mon corps me montre que je ne peux plus
euh, enclencher une grossesse et porter un enfant dans mon ventre. Voilà, c'est la limite physiologique que ça vient dire. C'est pas du tout une limite en soi, puisque on sait que la parentalité n'est pas limitée à la grossesse. Euh, Maintenant, voilà, ce prisme-là, c'est important d'explorer les représentations qu'il y a autour pour chacun, parce que souvent c'est ça qui va faire tilter des alarmes ou des lignes rouges, ou comme tu dis, enfin voilà, c'est associé à la vieillesse, alors que concrètement, on se regarde, on n'a pas du tout l'impression d'être vieille, quoi. Mhm. On est la même que la veille, ou presque. Peut-être un chouïa différent d'il y a 5 ou 10 ans, mais on ne se sent pas vieille, on se sent pas croulante, on se sent pas défaillante, on se sent peut-être un peu plus fatigable qu'avant, et c'est normal. Mais il n'y a pas de, c'est pas non plus la fin, quoi. Il y a encore une grande vitalité et c'est normal. Bon, on a dû faire une petite pause pour un souci technique et j'espère que la transition sera bonne. On a abordé notamment les bouffées de chaleur et du coup, Cécile, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre avec ces bouffées de chaleur ou pour les atténuer? Ouais. Alors, du coup, c'est un symptôme parmi d'autres. C'est pas systématique. Il y a des femmes qui traversent la périménopause et la ménopause sans aucune bouffée de chaleur. Donc, c'est pas du tout une condamnation. La bouffée de chaleur, c'est cette chaleur qui va venir de l'intérieur, qui va faire qu'on va avoir chaud vite, qu'il va falloir qu'on on se régule en se dévêtant, enfin voilà, en ventilant, en allant dehors, etc. Parce que sinon, c'est trop, c'est étouffant. Euh, Il y a, moi, je sais que je propose de travailler avec les bains dérivatifs. Donc, c'est le fait d'appliquer du froid au niveau de la zone du périnée le matin et le soir. Ça peut être soit avec de l'eau qu'on fait couler, de l'eau courante qu'on fait couler le long des plis inguinaux, soit avec des poches de froid qu'on vient mettre dans la culotte, mais du coup pas même le contact de la peau, mais avec un linge qui fait la différence, ou alors le truc le plus confortable encore, on met la poche de froid alors qu'on est habillé et qu'on croise les jambes justement contre notre périnée, voilà, quand on est devant la télé. C'est une poche qui va durer du coup 15-20 minutes. Si on en a deux, trois dans le congélateur, on peut faire un roulement et puis voilà, quand on pose en fin de journée, ça permet de refroidir le corps, de refroidir à cet endroit-là qui est plus chaud qu'ailleurs pour nous les femmes et de travailler avec une température du corps plutôt à la baisse. Combien Ça, de c'est le temps? côté physiologique. Quoi. Combien de temps? Alors, si c'est avec de l'eau qu'on vient poser sur le périnée, c'est 2 fois 10 minutes, 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Si c'est avec des poches de froid dans le slip ou à l'extérieur du slip, enfin à l'extérieur du vêtement, c'est plutôt 30-40 minutes. Ok, Donc on va dire deux poches. d'accord. Et là, du coup, on a rarement 30-40 minutes et le matin et le soir. Donc là, c'est plutôt le soir. Ah Et en oui, fait, ouais, en le faisant qu'une fois du coup. oui, en le faisant qu'une fois en fin de journée. Après, ça dépend de chacun et de son rythme, hein. Tout le monde n'a pas les horaires de bureau. Il y a des gens qui vont travailler plus tôt le soir et qui, du coup, vont être plus confortables de le faire. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Maintenant, le cet aspect du froid, il est très intéressant. C'est France Gillin qui a fait pas mal de recherches là-dessus et enfin, vous pouvez aller sur son site internet. Elle était chercheuse au CNRS et elle a accompagné ces, cette pratique du bain dérivatif avec plein d'autres recommandations nutritionnelles. Euh, Au niveau hormonal, on peut réguler aussi ce déséquilibre hormonal de la périménopause avec des plantes qui vont avoir des structures moléculaires proches de nos structures moléculaires de nos hormones à nous. Ce qu'on va appeler des progestérone-like ou des œstrogènes-like. C'est surtout les œstrogènes-like qui vont nous intéresser.
Et donc là, vous avez tout ce qui est complément alimentaire à base de framboisier, à base de sauge, sclaré, qui vont être intéressants en infusion ou autre. Il y a aussi les extraits d'acté à grappe. Ouais. Je connaissais pas la plante, hein. Et c'est commercialisé sous forme de granules. Mm. Oui, là, en gémothérapie, le framboisier, c'est des gouttes en fait où on va mettre. Donc c'est souvent des cures de 3 fois 3 semaines avec une semaine de pause à chaque fois. Et donc c'est des gouttes qu'on met dans un fond d'eau qu'on va venir boire 1 fois par jour. Euh, le, il y a vraiment, ça s'est vraiment beaucoup développé, hein, les alternatives aux traitements hormonaux avec plutôt des approches naturelles. Donc, il y a souvent des propositions en pharmacie pour accompagner ça. L'ERL aussi. Pardon? Tu, L'ERL. t'avais la tête tournée de l'autre côté, ça marche moins bien. L'ERL, AIREL, L-E, qui est aussi un oestrogène-like et qui va pouvoir aider à réguler le corps au niveau du déséquilibre hormonal. Ça fait partie des pistes. Mais je trouve toujours intéressant d'avoir des outils pour accompagner le corps parce que c'est des gens qui vont être là. Ok, d'accord, je suis d'accord pour réfléchir à mon rapport à la maternité, au fait que je fais le deuil de cette vie de femme, enfin voilà, de cette possibilité-là, alors que très souvent, ça fait longtemps qu'elles ont eu leurs enfants et c'est ok pour elles qu'il n'y en aura pas d'autres, mais voilà, ça vient bousculer quelque chose d'autre. Mais du coup, avoir des outils pour accompagner les symptômes du corps, c'est souvent demandé. Mhm. Tu me parlais en aparté tout à l'heure aussi pour les bouffées de chaleur de faire de la cohérence cardiaque. Ouais. Oui, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec plutôt le syndrome dépressif, hein, ou anxiété, et que en France, on est les champions du monde de l'anxiété ou du syndrome anxio-dépressif. Et bah, du coup, cette tranche d'âge-là et ce passage-là n'y échappe pas, et que le fait de travailler sur le fait de gérer son stress, ses émotions, à arriver à apaiser son quotidien, son mental, ça peut aussi vraiment aider à contrer ou à diminuer les bouffées de chaleur. Ouais. Et donc la cohérence cardiaque, c'est l'outil que je propose dans ce cas-là. Ouais. Yes, super. Et si le professionnel, il a d'autres outils au niveau relaxation, ça peut être aussi intéressant. L'idée, c'est de d'apaiser. Bah oui, tout à fait. Hmm. Pour ce symptôme-là, tu avais d'autres pistes? Non, c'est tout. Enfin, très souvent, c'est ce qu'on fait. Mais après, les femmes, elles sont, enfin, comme elles sont dérangées et elles restent rarement avec ça. Très vite, elles vont poser des questions, soit à leurs copines, soit à leurs collègues, soit à leur frangine, soit à la pharmacienne, soit, enfin voilà, du coup, par rapport à ces aspects-là, très souvent, elles ont déjà fait la tournée des popotes avant de venir me voir et elles ont parfois déjà des solutions qui leur conviennent. Du coup, moi, je leur apporte des trucs qu'elles connaissent pas. Typiquement, les, les bains dérivatifs, c'est un truc qui est tombé dans l'oubli avec l'arrêt de l'usage des bidets dans les maisons. Et, et pourtant, ce serait hygiéniquement tellement mieux. Mais bon, voilà, elles découvrent ça, elles peuvent se l'appliquer et y trouver un autre confort. Ouais. Mhm. Ça, c'est un des grands symptômes qui gêne. Et l'autre qui gêne énormément dans l'intimité, c'est la sécheresse vaginale. Oui. C'est ce qui Et a oui, aussi le plus d'impact dans la sexualité, quoi. parce que qui dit sécheresse vaginale dit douleur, dit moins de lubrification, voire pas du tout, dit douleur, dit tout un cercle vicieux qui peut arriver aussi. Bah, c'est clair, parce que
notre corps, il va vouloir éviter la douleur, et donc il va éviter la situation. Et on peut se retrouver dans des situations où on évite le compagnon, etc., etc. Donc, là aussi, il y a des solutions pharmaceutiques qui existent, même sans ordonnance. Enfin, voilà, moi, je parle de la lubrification. J'en parle vraiment. Je crois que ça fait partie de mes, de mes fers de lance d'éducation. Et même aux femmes qui sont pas en ménopause ou périménopause, nous avons tout un capital lubrification. Ce capital, il s'entretient. Le fait d'utiliser du lubrifiant de qualité, s'il vous plaît, même quand on n'est pas en période de sécheresse ou d'inconfort vaginal, ça permet d'économiser ce capital lubrification. Donc, même dans votre vie intime, quelle qu'elle soit, utiliser du lube, ça facilite. Souvent, ça augmente les sensations et ça amène un confort plus rapidement, nous, dans notre intimité, dans notre corps de femme, parce que notre corps, il produit pas toujours ce qu'il faut en bonne quantité, à la bonne texture, pour que ce soit agréable pour nous, tout simplement. Le lubrifiant, il fait ça très, très bien. Et du coup, il facilite le chemin. Quand on arrive en phase périménopause ou ménopause, le capital lubrification, il en a pris un coup dans le paquet. Le capital, il arrive à 0 pépette ou presque. Donc, dès qu'on sent de l'inconfort ou on pense que ça peut nous concerner, on se précipite en pharmacie ou en gynécologie pour avoir des compléments qui vont être des gels finalement à venir appliquer au niveau du canal vaginal, qui vont venir repulper, qui vont venir renourrir toute la flore vaginale, qui vont venir booster. Et clairement, les composants, c'est ce qu'on peut mettre sur notre peau en crème de jour. Hein. C'est de l'acide hyaluronique, c'est de l'acide lactique, c'est vraiment fait pour booster cette flore interne, pour que les tissus soient le plus hydratés possible, ne s'affinent pas à cause de la sécheresse. Et voilà. Qui dit sécheresse, le meilleur allié pour combattre la sécheresse, c'est l'hydratation. Et donc là, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se dire que si vous buvez qu'un demi-litre d'eau par jour, il y a des chances pour que ça joue sur votre capital de lubrification interne. Et donc là aussi, le fait de boire en volume conséquent ou suffisant toute la santé de votre corps, ça va avoir un impact direct sur votre santé vaginale. Ouais, et pas qu'au niveau du vagin, aussi au niveau des lèvres. Et il y a un intervenant dans la formation que j'avais faite, le docteur Michel Mouly, qui disait, je le cite parce que quand même, j'aime bien sa phrase, ne pas négliger le rouge à petites lèvres. Mmh. Ah bah oui. Donc ouais, Ah ouais, non, mais d'hydrater vraiment ces zones-là. Et puis, ça peut être aussi d'hydrater avec de l'huile de coco. tout simplement, hydrater avec de l'huile de coco, de l'aloe vera, c'est compatible avec le périni. Euh, le macérat huileux de figue de Barbarie, qui est aussi un macérat qui est hyper hydratant, hyper nourrissant, hyper réparateur. Et donc tout ça, ça aide à venir éviter finalement cet état de sécheresse qui va faire que la peau ou la paroi vaginale va s'affiner, s'affiner, s'affiner. Qui dit affine va dire perdre de l'élasticité et va dire être plus vite sujet aux micro-fissures, aux micro-lésions. Et c'est là que les rapports sexuels deviennent douloureux. Quand ça brûle, quand ça chauffe, ben ça remplit pas du tout le job, les gars. On arrête. Mm. Il y a, donc on a parlé en voie locale. Et il y a aussi en voie orale qu'il est possible de prendre des compléments avec des oméga 3, de l'huile de bardane, pardon, de l'huile de bourrache, l'onagre aussi. Oui, ah oui, le nagre, ouais, très bien. Et il y a aussi finalement des substitutions œstrogéniques aussi. Donc là, on est Oui, sur des hormones et ça à voir avec un professionnel, un médecin ou gynéco c'est ou ça. Sur sage-femme. ordonnance, ça se prescrit. Mais Et c'est c'est surtout, suivi, et c'est suivi, surtout, ouais, c'est ça. très important. Et c'est vraiment pour dire
euh, parce que enfin moi les femmes que j'ai en consultation, c'est le symptôme qu'elles négligent le plus. Enfin voilà parce que c'est possible qu'à ce moment-là, enfin ou avant, c'était pas un truc qui venait, enfin l'absence ou moins de sexualité, c'est pas un truc qui venait trop les impacter. Et du coup, voilà, il y a un rapport ou deux, et là, ces rapports-là sont inconfortables ou douloureux, et elles sont quasiment en train de se dire, non, mais là, en fait, c'est la fin, on arrête la vie intime et sexuelle parce que c'est pas possible pour moi, pour mon corps. Et elles sont dans cette, pas toutes, hein, mais elles peuvent être dans cette facilité à renoncer à leur intimité sexuelle pour, parfois c'est aussi un prétexte hein, pour mettre la question à distance, mais enfin voilà, elles vont très souvent plutôt se préoccuper des troubles du sommeil, des troubles climatiques, là, des bouffées de chaleur. Euh, mais le côté inconfort vaginal, c'est pas toujours ce qui arrive dans la liste des préoccupations premières. Et aussi parce que ça concerne la zone de la vulve, qui est une zone plus tabou. Mm. Dans les propositions, il y a aussi le laser et il y a plusieurs types de lasers qui vont fonctionner de formes différentes. Il y en a qui vont vraiment brûler et tout ça. Des infos que j'ai pu avoir, il y a le laser Mona Lisa Touch qui, lui, ne va pas tout détruire, qui est bien accepté. Et donc là, l'idée, c'est que on va insérer donc un laser dans le vagin. Il y a quelque chose qui va être rotatif à 300 combien 60 degrés. 360 degrés et qui va en fait détruire des tissus, mais pas partout. Comme ça, ceux qui restent, en fait, ils ont de la place et ils vont être chauffés et ça va venir recréer des nouveaux vaisseaux et donc régénérer la muqueuse vaginale. Je connais personne qui l'a fait, j'ai pas de retour, mais j'ai cette info-là. Hum. C'est une proposition médicale et souvent c'est ce qui peut être proposé par l'ordre des médecins, parce que ça fait partie des réponses qu'ils ont, en fait, tout simplement, Oui. ça, et puis les ordonnances des compléments médicaux. Et je le vois bien, même pour les femmes qui vivent après, enfin, une ménopause précoce, après un cancer avec traitement hormonal, etc. Ça fait partie des propositions, tu vois, contre la sécheresse intime. Euh, enfin, voilà, j'ai du mal à me dire qu'un corps affaibli par les traitements va avoir la capacité et les ressources à venir repulper un canal vaginal. Et après, c'est du choix et de la préférence de chacun. Oui, moi je suis plutôt pour le côté naturel, mais je pense que ben voilà, c'est intéressant qu'on connaisse ce qui existe, mm, qu'on connaisse les avantages et et les inconvénients de chaque chose, et puis après chaque femme est libre de choisir ce qu'elle veut. Le mieux c'est quand même qu'elle ait un réel choix et pas qu'on lui propose juste une chose. qu'elle- après, c'est qu'elle puisse, enfin, qu'elle récupère sa santé ou son bien-être. Tu vois, quel que soit le biais. Euh, mais effectivement, voilà, ça fait partie des cordes médicales. Ça fait partie des réponses qui sont possibles, qu'on va pouvoir leur proposer. Euh, Après, voilà pour moi. le même médecin qui nous a vanté tous les mérites du laser Mona Lisa Touch, lui, il a commencé quand même par dire que la ménopause, ben, ça se découvre pas, ça se prépare. Que déjà, à partir de 35 ans, ben, c'est aussi d'entretenir son corps, de manger équilibré, de faire du sport. Lui, il recommandait 2 fois par jour des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Pareil, il a abordé le sujet de l'hydratation. Euh, donc voilà, c'est aussi des choses qui sont importantes et qui vont impacter à notre vie plus tard aussi, quoi. Hein.
Des Oui, choses oui, toutes simples comme l'activité physique, oui. l'alimentation. Et c'est vrai, ça fait partie des choses où, enfin, tu vois, le côté alimentation, typiquement, il y a des femmes pour qui elles se rendent compte qu'elles vont plus du tout gérer et digérer de la même façon de la théine, de la caféine, de l'alcool, euh, et qu'elles vont devoir changer leur consommation. Donc, si déjà ça, on arrive à le réguler ou à le modérer au préalable, c'est un changement d'habitude qui ne s'impute pas dans une période qui peut être déjà propice au changement. Oui, tout ce qui est santé physique, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, ça se prépare. Euh, le, en accompagnement pour le côté hormonal, souvent j'oriente vers ce qui est yoga hormonal ou naturopathe Ou aussi, naturopathe, t'as dit? ouais, en complément. Ah, ils n'ont pas tous cette aisance, mais il y en a qui sont très bien ou qui sont à l'aise sur cette question de l'équilibre hormonal, qui vont avoir des clés de lecture dans le corps et qui vont pouvoir dire, bon bah voilà, pour vous, il va plus falloir booster en œstrogène, d'autres, ils vont plus booster en progestérone, enfin voilà. Ou alors du coup, privilégier ci, ça, pour avoir quelque chose de plutôt affiné, personnalisé. Et le yoga qui a des vertus à la fois sur le côté relaxant dans le corps par la respiration et puis du coup par l'impact parce qu'on va venir stimuler tel ou tel organe dans telle ou telle position. Du coup, finalement, ça va venir aussi réguler à l'interne de façon plus subtile au niveau hormonal. Ouais. Hmm. Ah, c'est une bonne idée aussi, ce yoga. Mm. Je pense qu'on va pouvoir aller sur la fin. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, mais je trouve que tu vois, si on fait le tour de la petite conclusion, ce qui est important, si vous recevez une femme qui est sur cette questionnement-là, c'est bien de faire le point avec elle de là où elle en est dans sa vie, finalement, et que ce truc-là, c'est un prisme qui vient éclairer différentes facettes de sa vie. Quelles sont ses représentations par rapport à la fin de la maternité? Quelles sont, enfin voilà, ses perspectives de vie? L'aspect nouveau printemps, nouvelle vie, nouveau commencement, que si vous rencontrez une femme qui est dans un âge plus un peu avant la ménopause, bah, que tout ça, ça se prépare. On prépare le corps à cet arrêt de la machine ou du cycle menstruel. Et que du coup, il y a toujours plein de possibilités. Il y a des compléments hormonaux qui sont possibles, que ce soit synthétiques ou naturels. Il y a des approches thérapeutiques pour les sécheresses vaginales, on en a parlé, que ce soit par le biais du laser ou par rapport à d'autres approches comme les bains dérivatifs. Et puis les bouffées de chaleur. On a abordé ces deux symptômes-là parce que c'est ceux qui sont les plus prédominants, mais il y en a plein d'autres. Oui, qui sont prédominants et qui peuvent gêner, en tout cas dans une consultation en sexothérapie, qui peuvent être intéressants à prendre en considération. Ouais, puisque du coup, si la personne elle est aux prises avec ces troubles-là, elle va pas être disponible pour autre chose. Mhm. On, on va laisser l'accès dans le descriptif de cet épisode de podcast. On donnera un lien pour que vous puissiez récupérer les infos sur les différentes Compléments plantes et alimentaires. produits proposés. Voilà. Eh Voilà, bien, voilà. merci Cécile pour cet autre épisode en collaboration. Et, hum, et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, Enora. Au revoir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, pensez à le partager autour de vous, en me taguant par exemple, à laisser 5 étoiles ou même à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis, sachez que je suis toujours à l'écoute de vos envies pour de nouveaux sujets. Alors, dites-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce qui vous intéresserait pour les prochains épisodes. En attendant,
prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain.